Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous sommes toujours dans la première partie, dans la deuxième partie, la doctrine de l'Église en économie et en société. Dans cette partie, nous avions vu le droit de propriété et ensuite nous en étions au capital et au travail. C'est le deuxième point que Pie XI étudie dans cette doctrine de l'Église. Alors tout d'abord, dans cette partie capital et travail, les prétentions injustifiées du capital. Le capital a réussi longtemps à s'arroger des avantages excessifs, réclamant pour lui la totalité du produit et du bénéfice, laissant à peine à la classe des travailleurs de quoi refaire ses forces et se perpétuer. Une loi économique inéluctable, assurait-on, voulait que tout le capital s'accumulât entre les mains des riches. La même loi condamnait les ouvriers à traîner la plus précaire des existences dans un perpétuel dénuement. Alors, la réalité, il est vrai, n'a pas toujours et partout exactement répondu à ces postulats du libéralisme manchestérien. On ne peut toutefois nier que le régime économique et social n'est incliné d'un mouvement constant dans le sens qu'il préconisait. Aussi, personne ne s'étonnera donc de la vive opposition que ces fausses maximes et ces postulats trompeurs ont rencontrés, même ailleurs que parmi ceux auxquels il contestait le droit naturel de s'élever à une plus satisfaisante condition de fortune. Ensuite, il y a les prétentions injustifiées des travailleurs. Donc, aux ouvriers victimes de ces pratiques sont venus se joindre des intellectuels qui, à leur tour, vont dresser à l'encontre de cette prétendue loi un principe moral, mais qui n'est pas mieux fondé, c'est-à-dire tout le produit et tout le revenu, déduction faite de ce qu'exige l'amortissement et la reconstitution du capital, appartiennent de plein droit aux travailleurs. Donc cette erreur, c'est celle qui est moins apparente que celle de certains socialistes qui prétendent attribuer à l'État, ou comme ils disent, socialiser tous les moyens de production. Elle n'en est que plus dangereuse, cette erreur. Elle n'en est que plus dangereuse et plus apte à surprendre la foi trop confiante des esprits mal avertis. C'est ce que Pie XI appelle un séduisant poison. Et beaucoup se sont empressés de l'absorber, que n'eût jamais réussi à égarer un socialisme franchement avoué. Donc Pie XI, ici, rejette l'erreur plus subtile que le socialisme, qui ferait du travail la cause efficiente unique de la production et remettrait tout le produit et tout le revenu aux travailleurs, une fois le capital amorti. Du coup, l'État devrait nationaliser les moyens de production pour être sûr de répartir les revenus équitablement sur les travailleurs salariés. Et on revient là à l'erreur de Karl Marx et à la société sans classe
que promet Karl Marx. Donc, prétention injustifiée du capital, d'un côté, prétention injustifiée des travailleurs. Quel va être donc le principe d'une juste répartition? Pour empêcher ces fausses doctrines de fermer à jamais les voies de la justice et de la paix, des deux côtés, on avait besoin des très sages avertissements de Léon XIII dans Rerum Novarum. Il disait: quoique divisée en propriétés privées, la terre ne laisse pas de servir à la commune utilité de tous. C'est pour que les choses créées puissent procurer cette utilité aux hommes d'une manière sûre, d'une manière bien ordonnée, que la nature a elle-même institué le partage des biens par le moyen de la propriété privée. Donc il ne faut pas perdre de vue ce principe, sinon on risque fort de s'égarer. Or, ce n'est pas n'importe quel partage des biens et des richesses qui va réaliser, aussi parfaitement du moins que le permettent les conditions humaines, qui va réaliser l'exécution du plan divin. Les ressources que ne cessent d'accumuler les progrès de l'économie sociale, ces ressources doivent donc être réparties de telle manière entre les individus et les diverses classes de la société que soit procurée cette utilité commune dont parle Léon XIII, ou, pour exprimer la même pensée, que soit respecté le bien commun de la société tout entière. Donc la justice sociale ne tolère pas qu'une classe empêche l'autre de participer à ses avantages. C'est pour cela qu'elles pêchent toutes les deux également contre cette sainte loi. D'une part, la classe des riches, quand dégagée par sa fortune de toute sollicitude, elle estime parfaitement régulier et naturel un état de choses qui lui procure tous les avantages sans rien laisser à l'ouvrier. Et ensuite, la classe des prolétaires, quand exaspérée par une situation qui blesse la justice, et trop exclusivement soucieuse de revendiquer les droits dont elle a pris conscience, elle réclame pour soi la totalité du produit qu'elle déclare sorti tout entier de ses mains, quand elle prétend condamner et abolir, sans autre motif que leur nature même, toute propriété et tout revenu qui ne sont pas le fruit du travail, quelle que soit par ailleurs leur nature et leur fonction qu'ils remplissent dans la société humaine. Il faut donc observer à cet égard combien c'est hors de propos et combien c'est sans fondement que certains ici en appellent au témoignage de saint Paul. Dans la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas manger non plus. » Alors saint Paul, en effet, condamne par ses paroles ceux qui se dérobent au travail, à ce travail qu'ils peuvent et qu'ils doivent fournir, et il nous presse soigneusement de mettre à profit notre temps, nos forces d'esprit et de corps, et de ne pas nous rendre à charge d'autrui, alors qu'il nous est loisible de pourvoir nous-mêmes à nos propres nécessités. Donc en aucune manière, saint Paul ne présente en aucune manière ici le travail comme l'unique titre à recevoir notre subsistance. La justice conçue par Pie XI se divise en deux grandes branches. La justice particulière, qui comprend la justice commutative et la justice distributive, et la justice générale qui a pour but d'orienter toutes nos sociétés
vers le bien commun de la société dont nous sommes les membres. Et on l'appelle légal, car le cadre des lois est essentiel au bien commun. On l'appelle aussi, cette justice générale, justice sociale, parce que le bien commun est le but de la société. Donc la justice sociale, elle règne sur toutes les autres formes de justice, dit saint Thomas, comme la charité qui se subordonne toutes les vertus. Alors, il faut attribuer à chacun ce qui lui revient. Il faut ramener aux exigences du bien commun ou aux normes de la justice sociale la distribution des ressources de ce monde, dont le flagrant contraste entre une poignée de riches et une multitude d'indigents atteste de nos jours, aux yeux de l'homme de cœur, les graves dérèglements. Donc la justice sociale, elle relève de l'équité, qui va plus haut que la justice sociale. La justice sociale qui ne regarde que le rapport d'égalité. Il y a là, dans cette équité, un ensemble de considérations morales qui tiennent compte du mérite, du bon esprit, des difficultés présentes exceptionnelles ou de la prospérité exceptionnelle de l'entreprise grâce au travail de tous. Vous voyez, l'équité va plus haut que la justice sociale. Elle va tenir compte de tout cela. Et c'est finalement l'œil du bon maître dont parle la parabole des ouvriers de la dernière heure, ces derniers aussi bien payés que ceux de la première. Mais n'ont-ils pas une famille à entretenir aussi? Des enfants qui seront demain les bons ou mauvais citoyens du pays et les employés du maître, à moins qu'ils ne soient réduits à la mendicité ou à l'esclavage par la misère de leurs parents. Donc les règles de la justice sociale sont dictées par les exigences du bien commun, au point de se confondre avec elles. Voilà le principe énoncé par Pie XI d'une juste répartition. Ensuite, il aborde un quatrième point dans ce Capital et Travail, le relèvement du prolétariat. Léon XIII avait un but qui se faisait un devoir de poursuivre, travailler au relèvement du prolétariat. Donc, Pie XI reprend cela et il dit qu'il convient d'urger d'autant plus cette obligation et d'y appuyer avec une plus pressante insistance que l'on a trop souvent négligé sur ce point ces directives, les directives de Léon XIII. Soit on les a passées intentionnellement sous silence, ou soit on a jugé la tâche irréalisable alors qu'elle peut être accomplie et qu'il n'est pas permis de s'y soustraire. L'atténuation du paupérisme, qui au temps de Léon XIII s'est allée dans toute son horreur, n'a cependant rien enlevé à la valeur, à l'opportunité des instructions de Léon XIII. Alors, depuis, sans aucun doute, la condition des ouvriers s'est sensiblement améliorée et ils jouissent à bien des égards d'un sort plus tolérable. Il en est ainsi surtout dans les pays les plus prospères, les plus policés, où les ouvriers ne pourraient indistinctement passer tous pour accablés de misère et voués à une extrême indigence. Par ailleurs, à mesure que l'industrie et la technique moderne envahissaient rapidement pour s'y installer, et les pays neufs et les antiques civilisations de l'Extrême-Orient, on voyait aussi s'accroître l'immense multitude de prolétaires indigents dont la détresse crie vers le ciel. Et à cela s'ajoute la puissante armée des salariés ruraux
réduit aux plus étroites conditions d'existence, et c'est toujours aujourd'hui le problème, est privé de toute perspective d'une participation à la propriété du sol, et qui, s'il n'y est pourvu de façon efficace et appropriée, resteront à jamais confinés dans les rangs du prolétariat. Donc le prolétariat et le paupérisme sont à coup sûr deux choses bien distinctes. Il n'en reste pas moins vrai que l'existence d'une immense multitude de prolétaires, d'une part, et d'un petit nombre de riches pourvus d'énormes ressources, d'autre part, atteste à l'évidence que les richesses créées en si grande abondance à notre époque d'industrialisme sont mal réparties et ne sont pas appliquées comme il conviendrait aux besoins des différentes classes. Alors comment relever le prolétariat? C'est le 5e point qu'il aborde, par l'accession à la propriété. Le relèvement du prolétariat par l'accession à la propriété. Pie XI demande donc que tout soit mis en œuvre afin que, dans l'avenir du moins, la part des biens qui s'accumulent aux mains des capitalistes soit réduite à une plus équitable mesure et qu'il s'en répande une suffisante abondance parmi les ouvriers. Alors, non pas pour que ceux-ci relâchent leur labeur, puisque l'homme est fait pour travailler comme l'oiseau pour voler, mais pour qu'ils accroissent, par l'épargne, leur patrimoine, un patrimoine qui, sagement administré, les mettra à même de faire face plus aisément et plus sûrement à leur charge de famille. Et Pie XI complète ici Léon XIII sur le droit de propriété en matière de surabondance. Le droit de propriété privée est restreint, il est comme relatif aux exigences du bien commun. Donc non seulement l'usage, mais le droit lui-même est donc limité. Pie XI s'inspirant ici de saint Thomas d'Aquin. Donc ainsi, ces ouvriers se délivreront de la vie d'incertitude permanente, qui est le sort du prolétariat. Ces ouvriers seront armés contre les surprises du sort, et ils emporteront, en quittant ce monde, la confiance d'avoir pourvu, en une certaine mesure, aux besoins de ceux qui leur survivent ici-bas. On peut dire que Pie XI insiste plus que ne l'a fait Léon XIII sur la nécessité de la propriété privée pour le relèvement du prolétariat. Tout cela, donc, Léon XIII l'a non seulement insinué, mais il l'a proclamé en termes clairs et explicites. Et Pie XI appelle donc à être bien convaincu que si l'on ne se décide pas enfin, chacun pour sa part, à le mettre sans délai à exécution, on n'arrivera pas à défendre efficacement ni l'ordre public, ni la paix, ni la tranquillité de la société contre les assauts des forces révolutionnaires. C'est un argument contre la révolution. En effet, la propriété est si nécessaire à la stabilité des familles, et donc de tous les biens qui en découlent, les enfants, le soutien mutuel des époux, la vie chrétienne fondée sur les sacrements, que affaiblir cette propriété reviendra à laisser libre cours aux tendances destructrices de la famille et donc de la société. Et en particulier, la question des droits fiscaux imposés sur les successions, imposés sur les héritages, reviennent à confisquer en 2 ou 3 générations le patrimoine des familles, comme c'est le cas aujourd'hui. Mussolini avait supprimé totalement cet impôt pour les successions entre parents et collatéraux jusqu'au 3e degré.
Ensuite, Pie XI aborde, comme 6e partie, dans le Capital et Travail toujours, la question du juste salaire. Cette exécution du juste salaire n'est possible toutefois que si les prolétaires sont mis en état de se constituer par leur industrie et leur épargne un modeste avoir. Mais sur quoi, sinon sur leur salaire, pourront-ils, à force d'économie, prélever quelques ressources, ceux qui doivent demander au seul travail la subsistance et tout ce qui est nécessaire à la vie. Donc Pie XI en vient donc à cette question du salaire que Léon XIII avait déclaré d'une grande importance, en expliquant et en développant, quand le besoin se fera sentir, son enseignement et ses directives. Alors, il faut commencer par relever la profonde erreur de ceux qui déclarent essentiellement injuste le contrat de louage du travail et prétendent qu'il faut lui substituer un contrat de société. Et ce disant, ils font gravement injure à Léon XIII, parce que l'encyclique Rerum Novarum non seulement admet la légitimité du salariat, c'est-à-dire du contrat de louage de travail, mais s'attache longuement à le régler selon les normes de la justice. Pie XI estime cependant plus approprié aux conditions présentes de la vie sociale de tempérer quelque peu, dans la mesure du possible, ce contrat de travail par des éléments empruntés au contrat de société. Et il dit que c'est ce qu'on a commencé à faire sous les formes variées, non sans profit sensible, pour les travailleurs et pour les possesseurs du capital. Ainsi, les ouvriers, les employés ont été appelés à participer, en quelque manière, à la propriété de l'entreprise, à sa gestion et au profit qu'elle apporte. Donc, encourager les prises d'action de capitaux par les travailleurs dans leur propre entreprise, ou la participation aux revenus par un pourcentage établi par un contrat de société. Voilà deux moyens qui ont favorisé l'acquisition par les travailleurs d'un patrimoine et d'une responsabilité dans la marche de l'entreprise. Donc le contrat de société, il est plutôt dans ce sens-là, notamment prise d'action de capitaux par les travailleurs et participation aux revenus. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir d'opposition entre contrat de louage de travail et contrat de société. Ce sont deux moyens qui vont favoriser cette acquisition par les travailleurs d'un patrimoine et d'une responsabilité dans la marche de l'entreprise. Léon XIII avait déjà opportunément observé que la juste détermination du taux du salaire ne se déduit pas d'une seule, mais de plusieurs considérations. Il écrivait: pour fixer la juste mesure du salaire, il y a de nombreux points de vue à considérer. Et il condamnait par là même la présomption de ceux qui soutiennent qu'on résout sans peine cette question très délicate à l'aide d'une formule ou d'une règle unique, d'ailleurs absolument fausse. Donc ils se trompent ceux qui adoptent sans hésiter l'opinion si courante selon laquelle la valeur du travail et la rémunération qui lui est due équivaudraient exactement à celle des fruits qu'il procure, et qui en conclut que l'ouvrier est autorisé à revendiquer pour soi la totalité du produit de son labeur. Ce que Pie XI a dit précédemment au sujet du capital et du travail, donc suffit à prouver combien ce préjugé est totalement mal fondé.
En 7e point, Pie XI analyse le caractère individuel et social du travail. Autant que la propriété, le travail, celui-là surtout qui se loue au service d'autrui, ce travail présente à côté de son caractère personnel ou individuel un aspect social qu'il est important de ne pas perdre de vue, puisque nous faisons partie d'une société. Donc la chose est claire, à moins que la société ne soit constituée en un corps bien organisé, que l'ordre social et juridique ne protège l'exercice du travail, et que les différentes professions si étroitement solidaires ne s'accordent et ne se complètent mutuellement, à moins surtout que l'intelligence, le capital, le travail ne s'unissent et ne se fondent en quelque sorte en un principe unique d'action, l'activité humaine est vouée à la stérilité. Donc, il devient impossible d'estimer ce travail à sa juste valeur et de lui attribuer une exacte rémunération si l'on néglige de prendre en considération son aspect à la fois individuel et social. Enfin, le 8e point de cette partie qui concerne capital et travail, il y a 3 points à considérer. Et nous n'en verrons que 2 aujourd'hui. Nous verrons le 3e la prochaine fois et la suite. D'abord, la subsistance de l'ouvrier et de sa famille. Je préfère séparer les 3 points, ça me gêne un peu, donc je fais 2 points et ensuite 1 point la prochaine fois. Donc, la subsistance de l'ouvrier et de sa famille. De ce double caractère que la nature a imprimé au travail humain, résultent des conséquences très importantes pour le régime du salaire et la détermination de son taux. Tout d'abord, on doit payer à l'ouvrier un salaire qui lui permette de pourvoir à sa subsistance et à celle des siens. Et les autres membres de la famille, chacun suivant ses forces, doivent assurément contribuer à son entretien, ainsi qu'il en est non seulement dans les familles d'agriculteurs, mais aussi chez un grand nombre d'artisans ou de petits commerçants. Mais il n'est aucunement permis d'abuser de l'âge des enfants ou de la faiblesse des femmes. Et là, il réaffirme que c'est avant tout à la maison, c'est avant tout dans les dépendances de la maison et parmi les occupations domestiques qu'est le travail des mères de famille. C'est donc ce qu'il appelle par un abus néfaste et qu'il faut à tout prix faire disparaître, que les mères de famille, à cause de la modicité du salaire paternel, sont contraintes de chercher hors de la maison une occupation rémunératrice, négligeant les devoirs tout particuliers qui leur incombent avant tout, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Donc la société doit tout faire pour que cet abus néfaste disparaisse. Et puis XI reprend Léon XIII sur la possibilité des salariés de se constituer une modeste fortune par leur salaire et d'assurer la subsistance de leur famille. Et ce salaire pourrait revêtir la modalité de ce qu'il appelle un salaire familial pour la femme au foyer. Donc cette idée du salaire familial pour la femme au foyer donc n'est pas nouveau. Pie XI semble le confirmer, notamment dans son encyclique sur le mariage, Casti Connubii, et ici dans Quadragesimo Anno. Pie XI veut donc qu'on n'épargne aucun effort en vue d'assurer aux pères de famille
une rétribution suffisamment abondante pour faire face aux charges normales du ménage. Alors, si l'état présent de la vie industrielle ne permet pas toujours de satisfaire à cette exigence, la justice sociale commande qu'on leur procède sans délai à des réformes qui garantiront à l'ouvrier adulte un salaire répondant à ces conditions et qui permettent à la mère de rester au foyer. Et à cet égard, Pionze rend hommage à l'initiative de ceux qui, dans un très sage et très utile dessein, ont imaginé des formules diverses destinées soit à proportionner la rémunération aux charges familiales, de telle manière que l'accroissement de celle-ci s'accompagne d'un relèvement parallèle du salaire, soit à pourvoir le cas échéant à des nécessités extraordinaires. Alors, les allocations familiales, les autres caisses analogues ont pour but d'aligner les revenus sur les besoins des salariés et de sa famille. Elles sont privées et non pas publiques, distribuées par le patron, renseigné au mieux sur la situation de ses employés. Deuxième des 3 points à considérer, c'est la situation de l'entreprise. Dans la détermination des salaires, il faut tenir compte également des besoins de l'entreprise et de ceux qui l'assument. En effet, il serait injuste d'exiger d'eux des salaires exagérés qui ne seraient supportés sans courir à la ruine et entraîner les travailleurs avec eux dans le désastre. Donc il faut tenir compte de l'entreprise. Si par son indolence ou par sa négligence ou parce qu'elle n'a pas un suffisant souci du progrès économique et technique, l'entreprise réalise de moindres profits, elle ne peut se prévaloir de cette circonstance comme d'une raison légitime pour réduire le salaire des ouvriers. Elle n'a qu'à s'en prendre qu'à justement son indolence, sa négligence. Mais si d'autre part les ressources lui manquent pour allouer à ses employés une équitable rémunération, soit parce qu'elle succombe elle-même sous le fardeau des charges injustifiées, comme c'est le cas aujourd'hui pour les artisans par exemple, soit qu'elles doivent écouler ses produits à des prix injustement déprimés, ceux qui la réduisent à cette extrémité se rendent coupables d'une criante iniquité, car c'est par leur faute que les ouvriers sont privés de la rémunération qui leur est due, lorsque, sous l'empire de la nécessité, ils acceptent des salaires inférieurs à ce qu'ils étaient en droit de réclamer. Donc, Pionze invite alors ouvriers comme patrons à s'appliquer en parfaite union d'efforts, de vues, à triompher de toutes les difficultés de l'entreprise, à surmonter tous les obstacles. Et il invite donc les pouvoirs publics à ne pas leur ménager, à cette fin salutaire, l'assistance d'une politique avisée, qui aujourd'hui n'existe pas. Alors, si l'on ne réussit pas néanmoins, avec toutes ces précautions, à conjurer la crise, la question se posera alors de savoir s'il convient, là oui, bien sûr, de maintenir ou non l'entreprise, ou s'il faut pourvoir de quelque autre manière, à l'intérêt de la main-d'œuvre. En cette occurrence, certainement très grave, il est nécessaire surtout que règne entre les dirigeants et les employés une étroite union et une chrétienne entente des cœurs qui se traduisent en d'efficaces efforts. Et il suffit pour cela de relire la charte du travail du maréchal Pétain. C'est un exemple de cette entente chrétienne des cœurs pour des efforts efficaces et communs. Voilà. Quelle année, la charte 41 ? Oui.
en fera bondir plus d'un, mais il faut toujours que ça bondisse. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Oui, il n'y a pas de vie, sinon. Non, il n'y a pas de vie. Ouais. Bon, il reste encore pas mal à voir. Hein. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.